Donc, bon après-midi. Merci d'être ici cet après-midi. Si jamais vous ne savez pas qui je suis Suzanne McGurn, présidente de ACMTS. Bon, bienvenue au plénière de clôture du symposium 2023. C'est important de débuter par reconnaître que nous avons eu 3 jours très motivants avec beaucoup de dialogues, de discussions, des débats et probablement le plus important, beaucoup d'amitié et de plaisir. Donc, j'aimerais fermer le symposium de la même façon. Donc, nous allons développer de nouvelles approches et initiatives qui vont façonner le nouveau système de santé. Puis, dans cette session, nous allons explorer comment protéger et anticiper les changements pour minimiser le dérangement parce que nous avons beaucoup d'expérience là-dessus récemment. Ce n'est pas une tâche facile. Et tel que nous avons appris dans la dernière journée, dans un domaine comme la santé, dans cette session, nous avons réussi à avoir des enseignants, des chercheurs pour nous donner des idées, pour assurer qu'on ait des soins pas interrompus, même quand nous faisons face à des défis. Notre panel va partager les idées avec nous. Chaque expert va avoir jusqu'à 5 minutes pour présenter leur grande idée pour et après ça, nous allons prendre vos questions. Donc, chaque présentateur va présenter avant, puis après ça, nous allons avoir des questions. Donc, ce sera votre opportunité de discuter des idées qui sont présentées. Ceux qui sont dans la chambre, vous pouvez écrire vos idées dans un bout de papier, puis pour ceux qui sont en ligne, donc, utilisez le bouton de Q&A. Je vous encourage aussi, les membres du panel, à explorer, puis faire des commentaires, puis ajouter aux idées des autres. Puis, pendant que nous écoutons les 5 grandes idées, j'espère que nous pourrons être plus résilients, puis plus aptes à répondre plus rapidement. Donc, après notre discussion, vous allez tous avoir l'opportunité de voter pour l'idée que, d'après vous, est plus importante. Nous avons utilisé Slido pour prendre vos votes. Puis, l'information est dans les documents qui vous ont été fournis, mais vous pouvez utiliser l'app ou aller sur slido.com pour voter. Donc, maintenant, rencontrons les membres de notre panel. Mitch Maneo, c'est le sous-ministre adjoint des services pharmaceutiques en Colombie-Britannique. Et il participe au conseil de PCPA. Brigitte Nollet, c'est le président et chef de la direction de Roche Canada. Dr Mohamed Mamdani est président des analyses analytiques de la santé à Toronto. Et il travaille aussi dans le centre d'intelligence artificielle. Éric Belair, c'est le sous-ministre de politique, service de stratégie de Santé Canada. Elle est aussi la fondatrice de Yukon T1D Réseau de support, une organisation à but non lucratif. Donc, juste pour vous rappeler que si vous ne l'avez pas fait encore, donc allez sur slido.com ou allez-y dans l'app. Donc, Mitch, on va débuter avec vous. Donc, c'est quoi votre idée? Merci, Suzanne. C'est un plaisir de présenter mon idée au début. Donc, c'est une idée gigantesque. Donc, pensez-y quand vous votez. Donc, mon idée, c'est d'avoir un nouveau système de remboursement pour les produits pharmaceutiques. Et je dois vous dire dès le début que ce n'est pas nécessairement mon idée, c'est une idée
que le Dr. Hollis de l'Université de Calgary, un professeur d'économie, a présenté cette idée au bureau de l'économie de santé et a gagné un prix. Donc, je ne suis pas responsable de cette idée, mais j'ai pensé que qu'elle mériterait d'être discutée. Ce que nous avons fait, et je dois donner des crédits à mon collègue, qui c'est l'économiste senior, qui a pris l'idée du Dr. Hollis puis il a travaillé là-dessus. Donc, j'ai essayé de l'adapter, l'idée du Dr. Hollis, au contexte pharmaceutique canadien. Et je dois présenter cette idée parce qu'en tant que sous-ministre adjoint des produits pharmaceutiques en Colombie-Britannique, ça me dit beaucoup parce que c'est dans nos objectifs de haute stratégie. Donc, je prends responsabilité personnelle de tous les changements ou mauvaises interprétations que le Dr. Hollis, qu'on puisse faire du Dr. Hollis et que mon équipe puisse l'avoir bastardisé, disons. Donc, tel que vous savez, les prix de médicaments doivent considérer plusieurs éléments de valeur, comme de rallonger la vie du produit, innovation, équité et tout ça. Et les prix ont monté d'une façon importante depuis une décennie. Et je ne veux pas prendre du temps dans le symposium, mais ce n'est pas nécessairement concernant seulement les prix. Parce que de mettre des prix sur les produits pharmaceutiques, ce n'est pas facile. Ce que nous avons vu, c'est que les hauts prix, ils retardent l'accessibilité de ces produits et aussi ont un effet néfaste sur les budgets. Donc, différentes maladies puis différents budgets, quand nous regardons les prix des produits pharmaceutiques, une province peut dire que, bon, je suis heureuse avec ces prix-là, puis on devrait avancer. Puis d'autres juridictions peuvent dire, bon, nous avons une population plus âgée ou nous sommes plus libéraux, donc nous aimerions voir des prix réduits. Ce sont le type de discussions que je pense qui arrivent, puis là, on débute les négociations avec les fabricants. Puis ça engendre des délais. Donc, des fois, on négocie durant des années. Pour le moment, les producteurs sont les seuls responsables du prix des produits, puis sont remboursés sur une base d'unités. Puis ils veulent augmenter leurs revenus pour récupérer l'investissement qu'ils ont fait. Donc, le temps, c'est important. Et entre-temps, les patients aussi attendent la disponibilité des produits. Donc, le concept, c'est de séparer le prix des produits dans différentes composantes. Et on rembourserait l'innovation d'une façon différente. Donc, ce qu'on fait, c'est prendre le coût marginal de la production et distribution du produit et avoir un prix autour de là. Puis, d'un autre côté, avoir un remboursement ou un fonds qui est disponible pour compenser l'investissement et l'innovation. Donc, la première partie, le coût de la production, donc les prix canadiens seraient établis sur le coût moyen de produire et de distribution du médicament. Et ce prix-là, il serait public et s'appliquerait à toutes les juridictions. Et la deuxième partie, donc le papier, il adressait pas cette question. Comment compenser les innovateurs pour la recherche? Donc, nous avons pris cette idée, puis nous avons réfléchi si on pourrait avoir un fonds fédéral qui examinerait l'avantage de cette innovation qu'elle amènerait au système et d'une façon transparente et avec une formule bien comprise
pour arriver au coût et à valeur de cette innovation. Cet argent pourrait être fourni à la compagnie durant une période de temps, disons une dizaine d'années. Donc, de cette façon, puis mon temps y achève, on pourrait fournir accès aux médicaments aux patients avec seulement au coût marginal. Puis une fois que ça soit fait, on pourrait travailler avec les compagnies utilisant cette formule pour les compenser pour l'innovation et le développement. Et on pourrait le faire sur une base nationale, seulement parce qu'une province ou un territoire a une population plus petite ou plus large. La partie innovation peut être égalisée à travers toutes les juridictions et le gouvernement fédéral. Donc, je vais m'arrêter ici. Merci. Merci, Mitch. Donc, bienvenue maintenant à l'estrade. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous demander d'imaginer un scénario avec moi. Imaginez un patient canadien qui visite son médecin de famille. Elle comprend qu'elle a une maladie chronique et qu'elle a une référence pour un laboratoire pour faire des analyses de sang. Imaginez que de cette analyse, maintenant, elle est référée à un spécialiste pour gérer sa condition chronique. Après ça, elle s'en va à la pharmacie où elle va chercher ses médicaments. Et dans chacune de ces étapes critiques, imaginez le même document du patient qui sont disponibles à toutes les personnes impliquées au cours de son cheminement. Et le patient peut accéder à ses propres données aussi. Non seulement ça, elle est la propriétaire de ces données de santé et qui contient tout son profil de santé au complet. Ça, c'est des soins de santé sans papier. Donc, on ne peut plus prendre nos documents au fond de notre valise. On ne peut plus oublier qu'est-ce que le médecin nous a dit, essayer de se souvenir avant le rendez-vous suivant. Et il y a une augmentation de compréhension de qu'est-ce que les médicaments qu'on me donne, qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc, pour nous, c'est des soins de santé qui sont motivés avec le patient au centre. Donc, c'est hashtag Axe de fax. Ça, c'est les soins de santé avec des résultats numériques mesurables. Donc, les diagnostics, les laboratoires, les prescriptions et avant tout, vous n'êtes pas obligé d'attendre 2 ans avant d'avoir des nouveaux médicaments parce que tel que nous avons vu plus tôt aujourd'hui, nous avons aussi compris que ces plateformes peuvent nous aider avec les registres qui sont établis de façon différente et qui prennent de l'information en temps réel. Ce que je viens de vous décrire, ce n'est pas très lointain dans le futur, puis on pourrait l'avoir prochainement. En fait, ça, c'est des soins de santé qui existent maintenant dans d'autres pays, comme en Finlande, au Danemark et en Belgique. Donc, ce n'est pas une idée faramineuse. D'après moi, c'est ça que j'aurais vécu si j'étais un patient en Belgique. Et donc, ce que je veux vous laisser, mon idée, c'est que Canada aussi, nous pouvons aussi être un leader international qui a des approches ambitieuses aux données de santé. Nous avons tous les ingrédients nécessaires et nous avons tellement de potentiel qu'on peut l'achever si nous voulons le faire. Puis maintenant, c'est le temps d'avoir cette ambition. Nous savons déjà que nous avons des excellences de santé dans nos institutions. Nous avons nos universités, nos collèges. Nous avons du talent dans les secteurs de santé, dans l'intelligence artificielle. Donc, nous pouvons être les leaders
dans ce domaine de santé numérique. Donc, elle nous obligerait à être plus adaptés, plus résilients, plus durables et d'avoir des meilleurs résultats pour les patients et pour une meilleure croissance économique pour le pays. Donc, tous ces systèmes qui sont dépendants des données, ils vont pouvoir mieux servir les patients, leurs services de santé, leurs familles et ultimement appuyer le système d'apprentissage sur le système de santé dont nous travaillons. Donc, ce que je vous propose à tous, c'est que c'est le temps de mettre les patients au centre des soins et d'améliorer nos ambitions. Nous avons déjà une stratégie de données nationale. Donc, nous avons le réseau. Donc, toutes nos industries, tous les secteurs, il faudrait que nous travaillions tous ensemble de façon à ce que de côte à côte à côte, il faudrait que ça arrive avec urgence. Toutes les juridictions, comme en Europe, ils sont déjà en train d'implanter puis sont en train d'évoluer à ce niveau-là. Non seulement parce que la compétition, mais c'est parce que c'est ça qui est dont on a besoin de façon à arriver à un futur avec des soins sans papier où les patients sont appuyés sans obstacle dans toutes les étapes de leur cheminement de santé et ont accès plus rapidement aux médicaments puis aux services de santé au Canada. Donc, les soins de santé menés par les données, on est presque là, on peut le sentir, nous sommes presque arrivés, donc on peut y arriver. Donc, ça dépend de notre collaboration, de notre ambition. Donc, que nous reconnaissons tous qu'on veut tous le même objectif, c'est les meilleurs résultats dans les soins des patients. Merci. Merci, Brigitte. Donc, n'oubliez pas de voter parce qu'une fois que vous arrivez à la fin, vous n'aurez pas oublié. Puis la prochaine idée numéro 3 vient du Dr. Mohamed Madami. Merci, c'est un plaisir d'être ici. Je vais continuer l'idée de excellente Brigitte. Notre système de CT, il n'est pas en bonne santé. Nous sommes très inefficaces et les patients n'ont pas les résultats qu'ils méritent. Donc, mon idée, elle va être bâtie sur celle de Brigitte, puis on va retourner aux éléments essentiels. Comment est-ce que les patients prennent des décisions? Donc, je vais vous dire que tout ce que nous faisons dans les soins de santé, ça vient, c'est le résultat de données puis de l'information. Mais c'est trois choses, le diagnostic, la prognose puis le traitement. Il y a des études qui ont été au Canada qui disent qu'un tiers des patients qui sont diagnostiqués avec de l'asthme, actuellement, ils ne souffrent pas d'asthme. Donc, plusieurs études ont montré que nous ne sommes pas bons dans les pronostics. Puis après ça, on a les traitements comme la dépression. Comment est-ce que vous pensez qu'on a trouvé les traitements de dépression? Le traitement, c'est que beaucoup de cliniciens ont dit, bon, celui-ci, on va l'essayer, puis on va voir dans 4 semaines s'il fonctionne. Mais je pense qu'on peut faire mieux. Donc, nous avons beaucoup de difficultés parce que les données qui nous sont disponibles, l'histoire familiale, les résultats de tests, des médicaments, la littérature médicale, il y a une nouvelle étude qui est publiée à chaque 2 minutes. C'est impossible de tout connaître. La réalité, c'est que un modèle complexe décisionnel a des milliers de paramètres. Puis, dans les années 50, un psychologue important a dit qu'on ne pouvons pas adresser plus que 7 idées en même temps. C'est pas raisonnable. Le résultat de ça, c'est qu'on a beaucoup d'inefficacité. Il y a plusieurs étudiants et plusieurs chiffres qui sont disponibles. Ils disent qu'entre 25 et 40 des patients ils ont des traitements qui ne sont pas adéquats. Donc, une réponse à l'intelligence artificielle,
mais je vais utiliser un exemple, l'hôpital où je travaille. À Toronto, nous avons un programme de IA dédié. Puis je vais vous montrer des choses qu'on a vraiment vues suite à l'utilisation de IA. Puis, donc, c'est un patient qui est arrivé à l'hôpital et avec une condition qui a été bien stable et normalisée. Le médecin a ordonné des rayons X et le physicien a été appelé le lendemain matin, 8h30 du matin, puis le patient a décédé cette journée. Bon, entre 12 des patients et ils meurent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus? On aurait pu faire bien des choses. On aurait pu augmenter des antibiotiques. On aurait pu appeler l'équipe de soins critiques. On aurait pu appeler les services palliatifs si on savait qu'il n'y avait rien qu'on pouvait faire. On aurait pu avoir fait tout ça beaucoup plus tôt, mais on ne savait pas que le patient était pour mourir. La réalité, c'est que 40% de ces patients, ils vont mourir indépendant de ce qu'on peut décider de faire. Donc, on ne peut pas prédire ça quand nous allons mourir. Donc, si vous venez à notre hôpital, on va vous suivre avec l'intelligence artificielle, puis il va donner des résultats une fois par heure. Et notre système, il va catégoriser les patients selon le niveau de risque évalué. L'équipe médicale va venir voir le patient en dedans de 2 heures et on peut faire des suggestions d'augmenter le suivi, la fréquence de suivi. Donc, nous avons mis un service en octobre 2020 puisque nous avons trouvé, dans ce graphique, c'est le taux de mortalité des patients à haut risque. Et vous voyez le taux de mortalité dans le graphique. Donc, c'est le début de la COVID. On avait une augmentation de taux de mortalité. C'est ça que nous avons mis la solution à service. Nous avons eu une réduction de mortalité de 26%. En termes d'efficience, nous avons utilisé des algorithmes qui ont permis aux employés. Comment est-ce qu'on peut avoir les bons employés à la bonne place? Mais nous pouvons améliorer notre efficience avec le système de IA. Nous avons plusieurs sources. Ce que cette chose fait, c'est qu'on utilise les données nationales et le patient arrive, puis on se dit il faut qu'on le voit avant 4 heures. Comment est-ce qu'on peut avoir 7 ans d'histoire en dedans de 2 secondes? L'algorithme nous permet de réduire le 7 ans d'histoire et d'en faire un sommaire. Donc là, nous avons les MRI et nous avons tous les documents en dedans de 2 secondes avec un haut pourcentage de précision. Donc, on peut utiliser plusieurs modèles qui vont répondre à des questions cliniques, comme si vous posez une question puis vous demandez c'est quoi la diagnose. Oui, il va vous donner un diagnostic. Donc, les patients, ils peuvent aussi y accéder. Est-ce que c'est précis et exact? Bon, une analyse par Microsoft montre qu'il y a une précision de 93%, plus haute que la plupart des médecins aux États-Unis. Puis ça aussi, ça change la façon dont nous livrons le soin de santé. Donc, de cette façon, je pense qu'on va pouvoir fournir un meilleur support de santé. Donc, je vous remercie. Merci, Mohamed. Nous avons 3 bonnes idées, deux à venir. Donc, ma grande idée, je dirais qu'elle a été informée suite à beaucoup de discussions que j'ai eues avec beaucoup d'entre vous et beaucoup de personnes impliquées au courant des années. Donc, ce que j'aimerais vous présenter, c'est un peu un concept
d'avoir un marché de meilleure qualité. Puis je commence avec une prémisse. Donc, tel que nous savons tous, le poids de la façon que notre fédération est construite, c'est assez complexe du point de vue de prise de décision. Donc, nous sommes tous au courant des joueurs qui prennent des décisions d'une façon collective, de façon à pouvoir supporter le besoin des payants. Donc, il y a des gérants de services de santé, puis des organisations comme la CMTS ou les gens de première ligne qui prennent des décisions concernant le traitement les plus efficaces. Et d'un autre côté, nous avons toutes les données qui existent, puis nous avons des opportunités pour améliorer les données qui sont disponibles pour la prise de décision. Donc, souvent, la beauté de notre fédération, c'est qu'on peut avoir une fragmentation. Et de fois, des opportunités manquées en cours de route, comme les décideurs prennent leurs propres décisions dans la chaîne. Et l'idée ici que je propose ici, d'un point de vue axé sur les données probantes, je crois que maintenant que nous avons la technologie à portée de main, et si nous étions capables de comprendre réellement quelles sont les données probantes dont les décideurs ont besoin? Dans quel contexte est-ce que les décisions sont prises et quels sont les aspects communs que tous les décideurs ont besoin pour éclairer leur point de vue et leurs décisions? Et on veut vraiment s'assurer qu'ils ont ce dont ils ont besoin pour prendre les décisions exactes. Et comment est-ce que nous pouvons travailler à travers le système pour nous rassurer que toutes les personnes qui permettent le développement des preuves ou des données probantes, que ce soit les compagnies de médicaments ou les chercheurs ou les personnes qui interagissent avec les données qui sont produites par les essais cliniques dans le système de soins de santé. Comment est-ce que nous pouvons nous rassurer que nous respectons, que chaque acteur respecte son rôle et en respectant le rôle des décideurs et aussi comment est-ce que nous pouvons nous assurer de ne pas manquer certaines opportunités afin de comprendre que les informations ne sont pas imparfaites et qu'il n'y ait pas une mauvaise compréhension de ce dont les décideurs ont besoin et qu'il n'y ait pas un mauvais alignement entre ceux qui ont besoin de l'information et ceux qui doivent produire les données probantes pour éclairer la prise de décision. Et je pense qu'on a tout ici, en plus des présentations qui ont été faites avant moi, les plateformes de données, l'intelligence artificielle. Nous avons besoin des réseaux que nous avons apportés de main à travers le pays, les essais cliniques et réellement ici les opportunités pour nous de mettre tout ça ensemble et être capable de nous rassurer que même si nous ne sommes pas d'accord à tout moment avec les décisions qui ressortent ici des différents programmes, des différents gestionnaires de programmes à travers le pays, au moins nous allons savoir qu'ils ont reçu la bonne information au bon moment afin d'être capables de prendre une décision qui était éclairée informée par les données exemplaires et afin de nous assurer qu'il n'y a pas d'opportunité manquée parce que le marché des données probantes n'était pas probablement assez efficace comme cela aurait pu être. Mais nous devons nous rassurer qu'en fin de compte, nous utilisons les dollars limités de manière les plus efficaces pour pouvoir appuyer et avoir un meilleur résultat pour les patients. Merci beaucoup. Merci, Eric. Et j'apprécie toujours quelqu'un qui souhaite vraiment s'attarder sur la fragmentation de l'intérêt de notre nation. Et ici, la représentante des patients et des aidants naturels. Marie, à vous la parole. Mani, pardon.
Bonjour, merci. J'espère que vous avez profité des 3 derniers jours. J'aimerais demander qui est fatigué, veuillez lever la main. Oui, je vous comprends. Donc, ma suggestion ici, c'est que la co-conception des essais cliniques qui inclut les patients est assez important, mais il va falloir travailler. Et je vais juste jeter les bases ici. Il y a quelques mois, j'écoutais un balado où l'animateur ou l'animatrice a paraphrasé une citation. Et c'était quelque chose comme ça. Si vous êtes pressé, répondez, mais sinon cela nuit à la dignité de la question. Donc, vivre cela. Alors, qu'est-ce que cela veut dire de vivre vraiment, de répondre aux besoins, d'être résilient? Et je vais commencer par le récit d'un patient. Ce sont des opportunités de voir le monde d'un point de vue de l'autre. Ici, c'est une anecdote. Il y a des opportunités descriptives pour examiner critiquement comment les systèmes créent des trous et des lacunes dans lesquels les gens tombent. Avec la permission d'un de mes enfants, je vais partager notre histoire et je vais partager notre témoignage en espérant que ceci va vous permettre, va éclairer vos décisions. Je suis née dans le territoire du Yukon, je suis née pauvre et pendant longtemps nous étions pauvres. Nous étions victimes d'itinérance pendant certaines périodes et étant donné cette situation, la pauvreté est venue nous affecter et c'était vraiment des difficultés qu'on a vécues pendant plusieurs années. J'ai eu 2 enfants avant de graduer du secondaire et on ne vivait pas, on n'avait pas un chèque à chaque mois. Un de mes enfants qui vient d'avoir 17 ans a eu le diabète 1 et son endocrinologiste l'a transféré à une autre insuline. Et ce processus n'était pas couvert par l'assurance et on n'avait pas un assureur supplémentaire. Et il était capable de l'aider et après on est passé à un moniteur de glucose et ceci était couvert par l'assurance provinciale et il a fait la transition vers un pédiatre. On a perdu donc son endocrinologue et on a dû chercher un nouveau pour pouvoir après voir ce spécialiste. Donc on a pu participer aux différents essais pour pouvoir nous distinguer des effets. C'était pratiquement impossible. Donc, même si nous étions toujours dans la marge des personnes à faible revenu, on avait toujours l'exigence de payer pour tous les soins, pour pouvoir gérer son glucose. Et mon histoire n'existe pas seule. On a tous appris de nos erreurs. C'est assez récent. C'est le genre d'histoire où nous avons toujours tous nos reçus et les factures. Donc, c'est l'histoire de quelqu'un, des pauvres qui paye pour tous les médicaments. Et ici, la question, c'est pas juste de renforcer la résilience, de pouvoir répondre aux défis. Qu'est-ce que ceci représente pour les personnes qui ont des histoires similaires à la mienne? Que moi, une femme monoparentale qui se bat pour pouvoir aider ses enfants. Et ici, on dignifie cela. Et ici, il y a plusieurs personnes à travers ce pays qui n'ont pas accès pour une raison quelconque et qui sont les bons penseurs afin de voir comment nous pouvons nous préparer pour l'avenir. Et quand ces personnes n'ont pas accès à l'avenir, ça devient difficile. Alors, voici ce qu'il y a pour la préparation de l'avenir. C'est noble, c'est critique et c'est important, mais ce ne peut pas être contemplé en l'absence du présent. Les conditions qui propagent les préjudices et les dangers contre les patients, on doit vraiment s'attarder sur la préparation car les défis seront toujours là, une surprise parce que le point de vue n'a pas changé. C'est pas assez d'avoir un ensemble de solutions uniques ou dupliquées et les conditions de foi nous refusent cela et les dispositifs, les appareils qui peuvent sauver la vie. Et cela doivent être défiés et peut-être ça peut arriver dans l'avenir, mais on voit cela en ce moment. Même si les personnes dans cette salle ne sont pas responsables des systèmes qui créent ces conditions-ci, mais on a appris à des membres qui souhaitent voir les conditions changer, voir les choses changer et je me compte parmi toutes les personnes. On voit ici qu'il y a quelques préjudices auxquels les patients sont confrontés et on voit ici qu'il y a plusieurs préjudices
organismes, même si ces mêmes processus nuisent à la dignité et la crédibilité. On voit ici que les personnes vulnérables ont des difficultés à avoir accès aux médicaments. Et la solution aux problèmes futurs, il faut agir maintenant et voir comment ceci reflète le présent. Nous devons nous impliquer dans le travail de préparation et des demandes qu'on a vues hier. Qu'un exemple avec la CMTC revoit les données probantes. Et on doit voir ici qu'il nous manque quelque chose. Si la causalité est reléguée au rôle des ACT, on doit voir ici que les patients doivent être impliqués dans les études, comment l'étude est déployée et comment et les résultats. Et si les fabricants ne peuvent pas se rassurer d'avoir les co-conceptions appropriées et que les organismes de réglementation aussi doivent s'assurer de surveiller. Et on doit voir aussi comment réduire les effets négatifs, car maintenant, les histoires comme la mienne, ne sont pas uniques, mais ces histoires doivent être racontées. Et qu'est-ce que ceci veut dire de renforcer la résilience dans le système de santé, pouvoir répondre aux défis, surmonter les défis? Cela veut dire que nous devons nous attarder vraiment sur les données probantes afin de voir là où ces données sont fabriquées. Marnie, en plus, merci d'avoir contribué tes idées. Merci d'avoir partagé ton expérience de vie. Donc, on vous a partagé 5 grandes idées, 5 idées principales pour l'avenir. Maintenant, vous avez la responsabilité de poser des questions ou de commenter sur ces grandes idées, sur ces idées majeures. La principale, je pense que c'est important de reconnaître qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse à cette question. Ce sont des bonnes idées et ce sont des problèmes complexes. Mais j'ai commencé cette séance-ci il y a 3 jours, commençant par parler du fait que les gens sont assez brillants, les participants ici dans cette salle sont assez brillants et vous allez nous permettre d'améliorer notre système de santé. Et je vous encourage donc à participer à ce dialogue. En pensant aux questions, on va se rassurer d'avoir le personnel qui circule la salle. Peter, est-ce que vous avez un micro aussi? Oui, si vous souhaitez vous lever pour venir en avant, n'hésitez pas à le faire. Et en attendant de recevoir des questions ici, peut-être commençons par pourquoi n'avons sur ce que nous n'avons pas fait. Peut-être pour tous les membres du panel, en se préparant ici pour la journée. Et si votre idée est une bonne idée, est-ce que vous avez une réflexion? Est-ce que vous avez une idée pour laquelle certaines choses n'ont pas fonctionné? Je pense que pour mon idée sur l'intelligence artificielle, je pense que c'est un peu difficile parce qu'on a vu comment cela nuit à d'autres secteurs. Et qui utilise un téléphone intelligent ici? Tout le monde ici a apparemment un téléphone intelligent, Siri ou un système équivalent, Google Maps et autres. Cela a pratiquement changé l'avance Uber, Lyft. Ils utilisent tous les technologies-là, mais les systèmes de santé ne le font pas. Mais je pense pas que c'est à cause de la technologie que la technologie est présente. Mais je pense que on a des difficultés à laisser tomber les facsimiles. Et ici, on doit voir, je pense que c'est un problème de culture. Je pense qu'il doit y avoir un changement de culture. Mani, est-ce que vous pouvez répéter la question? Si votre idée est assez majeure, pourquoi nous ne l'avons pas encore fait? Premièrement, c'est pas encore mon idée. Je pense que c'est plus un appel à tous de faire la bonne chose. Je comprends pas les mécanismes qui sont mis en place pour rassurer une co-conception avec les patients. Mais je sais juste ce qui m'a affecté, ce qui a affecté ma famille et ce qui a affecté d'autres patients. Et je pense que c'est généralement à cause du manque de données probantes et de ce qui est ressorti, surtout étant donné que les essais cliniques généralement ont des paramètres assez précis et définis. Donc, n'apporte pas une contribution de manière idéale, dans un monde idéal, un monde dans lequel nous devons avancer et l'avenir que nous devons tous avoir, les patients doivent participer et avoir leur mot à dire dans les essais cliniques. Merci.
Mitch, je pense que pour moi, mon idée majeure est que nous n'avons pas encore évolué avec les changements qui sont en cours dans la structure de détermination de prix des produits. Et ici, des fois, c'est vrai que les individus peuvent payer pour leurs médicaments et qu'ils avaient l'assurance pour leur soutenir. Et ici, si on atteint un niveau ici, et de fois que c'est pas abordable. Et toutes les thérapies, la plupart ici qui sont là, on ne regarde pas les petites molécules. Et je pense que ici, nous sommes capturés ici, ce prix-ci par unité qu'on a fait de manière traditionnelle. On n'a pas réellement pensé à d'autres moyens de déterminer et de fournir des prix justes pour les individus et aussi de nous rassurer que les fabricants et les personnes qui investissent dans l'innovation reçoivent une compensation, une récompense pour leur innovation. Et je pense qu'ils méritent ce genre de récompense. Et je pense qu'avec ce genre de système, nous pouvons avoir quelques modificateurs dans la structure et on peut essayer d'inclure l'investissement dans les domaines thérapeutiques, là où il y a le besoin, là où le besoin se présente. Oui, c'est une bonne question. Je vais ajouter à ce que Mohamed a dit. Je pense que la COVID ou bien le fait qu'on était enfermé pendant la COVID nous a appris à comprendre pourquoi les données sont assez importantes. Et maintenant, c'est devenu la norme et on voulait ici savoir ce qui se passe avec les données, où est-ce qu'il y avait les éclosions, qu'est-ce qui se passait. Et probablement, je pense, pourquoi c'est pas arrivé, c'est que les gens ne comprenaient pas pourquoi ça pouvait être bénéfique à leur vie. Et je pense aussi qu'on n'avait pas aussi, on n'était pas si ambitieux, on ne voulait pas vraiment l'avoir. Je pense que certains pays ont apprécié, d'autres pays ont apprécié et ont appris comment tirer parti de ces technologies. Et je pense que le Canada a encore du chemin à faire, mais je pense que nous ici, tous en tant que Canadiens, nous comprenons cela de manière personnelle. Et le dernier, mais pas le moindre, pour ce qui a trait à avoir un système général de prise de décision, j'ai parlé de la complexité de cela en vue de la structure de programme dans le système de soins de santé. Néanmoins, je crois que il y a des façons de traiter cet enjeu complexe. On a énuméré un nombre d'exemples. On a vu dans les années précédentes où il y avait des décideurs qui ont travaillé ensemble afin de permettre aux gens d'apprendre leur processus, que ce soit d'un point de vue réglementaire, les examens et les vérifications et être capable de travailler avec les personnes qui donnent des soumissions et le genre de preuves et données probantes qui sont exigées par les décideurs. Il y a plusieurs points communs qui sont requis et très souvent, il y a quelques particularités qui peuvent être clarifiées au-delà pour s'assurer que la preuve est générée de bonne manière et au bon moment pour les décideurs. Et je pense qu'il y a tellement de choses qui est faites pour essayer de faciliter la collaboration avec les décideurs. Une chose qui est importante, c'est que nous reconnaissons ici les contraintes auxquelles sont confrontés les décideurs individuels. Quelle est la partie du puzzle qu'ils doivent essayer de trouver et chacun essaye de contribuer à la fin, en fin de compte pour pouvoir aider les patients. C'est juste être capable de reconnaître la particularité. Peut-être ça peut être facile à comprendre afin de leur permettre d'être engagés, de s'impliquer dans le processus décisionnel. Et j'entends très souvent pour les gens comme les patients qui comprennent réellement le système, ils sentent que c'est des fois complexe à comprendre. Et si on pense aux gens à l'extérieur de ce genre de système qui essayent de comprendre cela, c'est difficile pour eux. Et ce que je vois ici d'un point de vue technologique, les plateformes de données sur lesquelles on s'est attardé, il y a assez de potentiel. Nous pouvons utiliser ceci
pour pour créer une manière un peu plus efficace d'entrer en partenariat avec les décideurs et les parties impliquées et de voir comment avoir de meilleurs résultats pour les patients. Et peut-être ici, j'ai entendu que le changement est difficile et je pense que les autres choses que j'ai appris ici et que nous ne communiquons pas bien, cela veut dire que nous n'écoutons pas aussi très souvent et je pense que ceci est dû au fait que, il y a aussi un problème de capacité dans un pays qui est fédéré par le Canada. Certains de ces points sont difficiles et un pays avec plusieurs personnes ici. Des fois, c'est difficile de reconnaître la complexité des enjeux avant de poser certaines questions ici que j'ai au podium. Peter, est-ce que tu as une question en ligne? Com- Comment est-ce qu'on va traiter les enjeux de confidentialité et de vie privée par rapport à la distribution des données des patients? C'est inclus, on a contemplé à ça dans la stratégie pan-canadienne d'intelligence artificielle et des données. Et ce que j'ai vu en Europe, je pense que on peut tirer une inspiration là-bas. Il y a une législation privée qui fait partie de ça. Et ce que je vous dis ici n'est pas personnalisé. C'est pas personnalisé, ce sont des informations agrégées qui sont mises ensemble pour nous aider à planifier et à prendre les meilleures décisions au niveau macro. Et les informations personnelles sont disponibles entre la personne et les médecins. Et ces plateformes sont protégées en Europe. Ces plateformes aussi, les plateformes qui sont disponibles dans les différents hôpitaux. Et Mohamed peut nous en dire plus. Je pense que c'est juste de dire que la gouvernance et la vie privée sur ces systèmes de santé et l'interopérabilité des systèmes et comment les informations sont utilisées et comment ces informations sont agrégées, ce sont des points très importants et je crois que les hôpitaux reflètent ça aussi. Oui, certainement, je peux vous en dire plus. J'ai fait partie de plusieurs comités et j'ai passé plus de temps sur la gouvernance comparé à l'infrastructure technique. Je pense qu'on commet des graves erreurs selon moi. Et ici, je pense qu'il y a une dichotomie ici. Combien de personnes ont des Fitbit ou des applications de santé? Combien de personnes lisent ici? Les points sur la vie privée et la confidentialité. On perd combien? On perd très peu. Vous donnez accès à vos informations aux personnes que vous ne connaissez même pas. Et je pense que nous devons essayer de comprendre comment le faire. Et nous devons laisser les gens décider s'ils veulent participer ou pas. Imaginez que dès que nous allons avoir quelque chose qui est fonctionnel, technique et qui fonctionne bien, tout le monde va souhaiter participer, va souhaiter s'impliquer. OK, merci Mohamed. Est-ce que vous avez une autre question que vous souhaitez poser à Peter? Sinon, moi, j'ai un paquet de questions ici. On va prendre une autre question en ligne. Est-ce que chaque panéliste peut parler d'un objectif SMART qui se rapproche de la mise en œuvre de leur idée principale. Donc, des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables et tout. Et soyez cool. Je ne sais pas si quelqu'un souhaiterait commencer peut-être. Je pense ici, c'était le mot-clic. Et je pense qu'en fin de compte, ce que je remarque ici, c'est que je devais toujours avoir ma recommandation envoyée à mon spécialiste. Donc, je pense que le mot-clic, c'était envoyer ça par facsimile. Et généralement, la spécialiste n'acceptait rien d'un rhumatologue à l'international comme référence. Et je pense que pour moi, nous pouvons commencer par cesser d'utiliser les facsimiles et essayer de comprendre comment nous pouvons utiliser la technologie de manière cohérente et uniforme à travers nos différents systèmes. Et pour moi, je vais peut-être donner l'échéancier d'ici la fin d'année. Mohamed, je pense que pour moi,
Il y a plusieurs de ces solutions qui sont disponibles au quotidien. Vous pouvez acheter plusieurs de nos jours et je dirais peut-être ici une matrice, ce serait que tous les hôpitaux s'accordent ici et de voir comment choisir et les efficacités et peut-être ce qui peut être tangible au cours des 2 années à venir. Mitch, c'est une très bonne question. Quand je m'attarde sur cette question, je pense à plusieurs choses sur lesquelles nous nous sommes attardés au cours des 3 derniers jours par rapport au monde réel et l'infrastructure nécessaire pour mettre toutes les idées en œuvre. Et je pense que mon idée s'aligne probablement avec certains délais et d'autres points qui seraient impliqués dans la mise en œuvre de ces ententes d'accès novatrices. Et je sais que vous faites partie du PCPA, probablement après ma retraite. OK, Eric, pour moi, l'administration pratique ce que je mentionnais dans mon idée majeure, ce serait l'une des initiatives sur lesquelles mon équipe travaille pour les maladies rares. Je pense que ici, on peut essayer ici de voir comment UTIX au niveau international, peut-être pour avoir des données et des informations dans un bassin afin de faciliter l'accès et de voir comment cela peut aider à éclairer la prise de décision afin d'avoir un peu plus d'uniformité par rapport aux résultats des patients. Et je dis ceci, ce sera quelque chose qui pourrait être mesuré car c'est quelque chose sur lequel nous nous engageons. Nous avons pris la décision de nous attarder, on veut livrer cela et on va pouvoir faire avancer le dialogue dans un marché efficace, surtout pour les décideurs. Ceci fait partie de la charge de travail. Bonjour, je présume que votre échéancier, c'est maintenant et il y a quelques groupes de patients assez compétents et sophistiqués qui ont déjà fait le travail. Je vais plus dépenser un peu de temps. Je vais essayer d'aller parler à ces experts-là qui ont déjà fait le travail de fond. OK, merci. Je suis juste en train de vérifier le temps ici. Une question pour vous, Mohamed. Il y a 2 questions ici. Ceci rejoint votre dernière réponse. Dans la première question, est-ce que ce travail est fait directement? Est-ce que le travail avec l'intelligence artificielle fait dans ton hôpital, est-ce que c'est transférable? Et est-ce qu'il va falloir reformer avec les données locales? Et voici, c'est une question très fréquente. On veut s'assurer que le AI ne discrimine pas contre certains types de patients. Et c'est une très bonne question. Les modèles, je dirais que les modèles doivent être transférables, peuvent se reproduire et si un modèle doit être déployé dans un environnement différent, faut vraiment s'assurer une diligence raisonnable et selon moi, si les gens contemplent de prendre ceci et peut-être je vais juste mettre dans mon hôpital, je vais vraiment hésiter à le faire, peut-être vous pouvez le faire, mais appliquer la diligence raisonnable et former le modèle pour pouvoir utiliser ça dans votre hôpital, comparé à ce que les gens vous disent. Pour ce qui a trait aux préjugés, à l'équité et ce genre de choses, c'est un peu difficile. Vous savez, quand je fais la présentation, j'ai eu une conversation avec quelqu'un m'a dit, avez-vous fait une diligence raisonnable par rapport aux préjugés, le genre, le sexe? On a regardé l'âge, on a regardé plusieurs facteurs, mais on n'a pas regardé le facteur race parce qu'on n'a pas de données sur les races et on n'a pas de données sur le genre. On a des données sur le sexe. Donc, est-ce que je vais attendre d'avoir toutes ces données-là? Cela peut prendre 1 décennie ou 2 décennies ou est-ce que j'avance avec tout? Et peut-être ça peut sembler pas éthique
ça va pas suivre les principes d'éthique et cela va faire en sorte que les gens meurent. Et je pense qu'on doit faire de notre mieux et de travailler, d'assurer, d'avoir la diligence raisonnable en place. Alors, merci. Prochaine question ici. Peut-être je vais demander à Eric et Mitch et Mohamed aussi, tout le monde. Vous pouvez tous avoir des commentaires, mais on va voir où on va avancer. Si vous voulez vraiment un soin axé sur les données pour les maladies rares. On doit vraiment s'attarder sur les données des provinces et des juridictions et fédérales. Comment est-ce que le gouvernement fédéral peut s'assurer que ceci se réalise, disons, avec un échéancier des 2 prochaines années? OK, Eric, je ne suis pas certain que nécessairement nous devons absolument centraliser les données. Je pense que c'est plus question de reconnaître que nous avons une petite population. Je prends les juridictions reconnues ici qui reconnaissent la valeur de la calibration au niveau national pour ce qui a trait à l'examen des données et de voir cela au niveau un peu plus général. Et je pense que ceci parle plus des liens de comment relier les données existantes et les données qui sont collectées et je pense qu'on doit le faire à travers les juridictions et je pense qu'il y a assez de potentiel que les gens voient et comment on peut avancer ensemble. Et c'est ici d'essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait ceci d'une manière où on réussit à extraire les informations pour pouvoir éclairer les décisions sans nécessairement devoir tout centraliser. Alors, je pense que il y a une manière de le faire, il y a une façon de le faire avec la technologie et de voir comment mieux relier ceci et de voir comment tirer des informations, des données, optimiser les données. Je pense qu'on peut voir ce que nos partenaires ont fait et être capable de travailler. On a aussi le financement que le gouvernement fédéral veut mettre en place afin de voir comment créer cette infrastructure nationale. Nous allons travailler avec l'ACMTC et CAIHA et de voir comment cela sera mis en place pour le bien commun. Est-ce que tu veux rajouter quoi que ce soit? Oui, je serais d'accord avec Eric, mais on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une base de données centrale, mais on a juste besoin d'avoir un dictionnaire de données. Il y a beaucoup de registres qui existent aujourd'hui, mais il y en a qui prennent ces données, il y en a qui ne le prennent pas. Mais je pense que si on pourrait collaborer dans le sens d'avoir une sorte de norme standard pour la prise d'une plateforme où tout est codé de la même façon parce que nous avons ici des petites populations, ce n'est pas des grandes populations. Je pense que nous regardons des registres pour des groupes de maladies. Je pense que ce que j'ai appris, c'est que les points que mes collègues font ici, c'est que nous parlons de normes de données ou on parle d'interopérabilité. Est-ce que nous avons les mêmes normes? Est-ce que nous avons la même information que nous prenons tout le temps? Donc, quand il arrive le temps de la partager, cette information, et aussi quand on arrive à l'interopérabilité, on n'a pas besoin d'avoir une base centrale, on a juste besoin qu'elle puisse se parler. Donc, je pense que si les Européens y avancent, leur ambition, c'est qu'il y en ait 27 pays qui se parlent. Si eux autres, ils peuvent le faire, je suis certain que 14 juridictions ici au Canada, ils peuvent le faire. Mais la question était posée comment est-ce qu'on peut le faire? Ça serait quoi votre avis? Bon, je n'ai pas ces connaissances. Quand je vous écoute, cette conversation, elle a besoin de patients qui participent dans cette discussion, la discussion que Mohamed a posée. Les patients ont besoin de participer dans ce dialogue. Mais maintenant, je ne sais pas qu'il y a assez de patients qui ont le langage qui leur permettrait de participer adéquatement. Donc,
comment est-ce qu'on pourrait le traduire aux patients, les données dont nous croyons que sont nécessaires. Je vais porter un peu de jugement, mais ça dépend aussi de l'objectif dont nous parlons. Je pense que pour les soins cliniques, nous avons besoin de données en temps réel, puis ça prend un modèle différent. Moi, je travaille beaucoup avec des systèmes fédéraux, mais j'appartiens un peu à la vieille école, mais l'autre chose c'est quoi que nous voulons avoir comme résultat de toutes ces données? Je vais te donner un exemple. Dans la plupart des provinces, ces données en temps réel, ils l'ont eu depuis bien des années. Donc, ce n'est pas une question de centraliser, elle existe. C'est une sorte d'approche de recherche qui est soulevée quand on se pose ces questions. Bon, il y a 3 questions, Mitch, concernant ton idée qui a été adoptée par d'autres. Donc, je vais les lire collectivement, mais peut-être que vous en avez déjà adressé quelques-unes. Merci de l'avoir partagé. Pouvez-vous expandre un peu concernant c'est quoi le problème que nous voulons régler et puis comment est-ce que nous allons le régler? Puis comment est-ce que le financement peut être mis sur place? Dans cette grande idée, est-ce que le coût d'acquisition serait inclus quand le fusionnement, ça ferait partie du coût de la production? Est-ce que vous avez réfléchi au risque? C'est quoi est-ce que ce serait possible que les compagnies n'amènent pas leurs produits au Canada si on adaptait votre modèle? Je pense que le problème que nous voulons régler ici, c'est le manque de certainté du manufacturier pour savoir comment est-ce qu'il peut récupérer son investissement. Nous avons un brevet, ça prend beaucoup de temps ça a pris du temps pour faire tous les essais cliniques, faire toutes les évaluations et après ça, les négociations. Donc, il aurait pu avoir des mois, puis probablement des années de ce procès, définitivement des années. Donc, il pourrait y avoir une option, puis ça ne serait pas applicable dans toutes les circonstances, mais une option, ça pourrait être une compagnie peut choisir de dire, bon, nous avons un montant d'argent qui est normalisé nous pouvons mesurer les améliorations incrémentales des résultats cliniques, soit de faire des contributions annuellement ou à des paiements uniques qui puissent vous permettre de récupérer votre investissement. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'avoir autant de marketing parce que le volume serait moins important dans cette situation. Vous serez récompensé par l'innovation et tel que j'ai dit auparavant. Ça pourrait être un outil si vous avez ce montant d'argent, dépendant comment il est organisé. Tout ça, c'est un peu théorique, mais on aurait pu l'avoir organisé de façon à donner des incentives pour l'innovation dans certains champs cliniques. Donc, on pouvait créer des incentives pour que les produits soient amenés sur le marché. Ce n'est pas applicable nécessairement dans tous les cas, certainement, mais ça serait une option plutôt que d'être obligé de se baser seulement sur le manque de certainté et négocier un prix pour s'assurer qu'il y a assez de volume et le prix qui va pouvoir récupérer votre investissement avant que l'exclusivité arrive à la fin. Je pense que c'est un commentaire raisonnable que vous faites. C'est les détails qui vont être importants. Mais ce que j'apprécie des commentaires de Mitch, de ses commentaires sur le prix, c'est d'avoir plusieurs facteurs étudiés. Et le concept, la valeur, c'est important. Puis la valeur, ça veut dire des choses différentes pour différentes personnes. Puis j'apprécie vos commentaires sur la longueur de la mise en marché.
au Canada, puis toutes les complexités qui nous allons faire face. Donc, votre point, quand vous dites que ça dépend de la situation, le développement de la recherche aussi, il prend plusieurs formats. Il y a de la recherche académique, de la recherche pour les multinationales, il y a des investissements, il y a du capital à risque, tout ça ensemble, de mettre tous ces partenaires ensemble, c'est plus complexe que nécessairement de la recherche et développement. Mais ça, c'est pour moi, le point ultime, c'est que la recherche implique aussi des défauts, des partenariats, de la coopération, prendre de la recherche universitaire, puis la partager. Puis même si j'apprécie le concept, c'est probablement une grande question pour une autre fois. Et j'apprécie tout ce que vous venez de dire, mais ce que nous avons maintenant, tout ça, ça a été inclus dans les coûts avant production. Donc, ce sont des grandes idées, sont complexes. C'est difficile d'avoir une bonne compréhension complète dans ces forums. Donc, maintenant, je vais poser une question, puis quand vous répondiez, je vais vous demander de faire un commentaire concernant est-ce que vous êtes en train de supporter votre idée ou est-ce que vous êtes aussi intrigué sur l'idée des autres? La question que j'aimerais vous poser, c'est qu'évidemment, toutes ces idées nous obligent à nous engager d'une façon différemmente. Est-ce qu'il y a une formule qui existe qu'on peut utiliser ou copier de façon à pouvoir attirer plusieurs institutions? Donc, un système qui a été établi pour une certaine population, est-ce qu'il est applicable dans un autre système pour des dispositifs personnalisés? Où est-ce que ces discussions peuvent se tenir? Est-ce que vous avez des réflexions? C'est quoi que dans les idées de vos collègues vous a intrigué, disons? Donc, je vais commencer avec vous. Bon, toutes les idées sont fantastiques. J'ai du biais, naturellement, parce que j'ai un centre d'essai, je travaille avec des décideurs de politique, mais on a eu tellement d'impact tangible et qui nous montre comment puissant que cette intelligence artificielle peut être. Donc, j'en ai vu les avantages de IA, mais je pense que la façon dont nous organisons les essais cliniques c'est important. Éric, donc, toutes les idées, on va voir avec les problèmes des questions systémiques et toutes nous ont le potentiel de nous donner un impact à grande échelle, mais ils demandent tous d'avoir des partenariats et de la confiance entre les plusieurs joueurs, les plusieurs systèmes. Donc, nous avons besoin de beaucoup de volonté de façon à bâtir cette confiance dans ces relations, parce que c'est des choses difficiles à régler, mais à la fin de la journée, c'est important de réfléchir sur qu'est-ce que nous pouvons faire d'une façon collective. Ernie? Oui, moi aussi, j'ai un biais. Je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'implications des patients. On est loin du niveau où, d'après moi, on devrait être. Mais ce qui m'intrigue beaucoup, c'est l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle peut appliquer à distance dans le Nord. Je travaille souvent dans le Nord, dans des petites communautés dans le Nord, et ils souffrent du manque de choses que nous prenons pour acquis dans les grands centres dans le Sud. Donc, l'utilisation de IA dans le Nord, je pense que ça serait très avantageuse.
Mon idée, c'était d'encourager les gens à penser en dehors de la boîte. C'est moins pratique, mais la raison pour laquelle je l'ai proposé, mon idée, après avoir des discussions avec d'autres personnes dans mon équipe, c'est que nous parlons beaucoup d'accords de gestionnaires, mais nous n'avons pas dévoué notre attention sur les hauts prix des médicaments, puis qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que nous sommes heureux de continuer avec le système que nous avons maintenant? C'est pour ça que j'ai soulevé mon idée. Je pense que toutes les autres quatre idées, Marnie, définitivement, je suis d'accord avec vous que la participation des patients dans des études cliniques, c'est absolument nécessaire et je suis d'accord avec ça. Puis toutes les idées de données sont définitivement pratiques. Puis si je fallait que je choisisse, j'aime l'idée de IA que Mohamed a proposé aussi. Et rarement nous le faisons, mais dernièrement, oui, quand je regarde toutes les idées sont autour d'une question d'idées puis d'IA, puis une ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, sans le vouloir, nous avons peut-être généré un paquet de produits ensemble. Donc, tout ce qui peut regarder et examiner comment est-ce que le système de santé peuvent évoluer du système fragile où ils sont maintenant à un système qui est plus résilient, plus fort, puis plus dévoué au futur, mérite d'être étudié. Donc, maintenant, le panneau, je vais laisser tous les gens dans la salle, puis moi-même de rajouter leur voix. Donc, à l'écran, je pense que vous pouvez le voir. Donc, ouvrez l'app, ouvrez slido.com, puis entrez le numéro 2432987. Et donc, 100 billets. Donc, ouvrez l'app, allez sur Slido et entrez le numéro 2432987. Et nos collègues en arrière, ils vont maintenir le système. On va ouvrir la cahier de données. On va vous donner un couple de minutes, donc on va avoir du silence. Mais je peux continuer à parler, mais donc prenez votre Nous faisons ceci lors de nos séances publiques dans notre organisation durant la période de brise-glace pour pouvoir apprendre davantage sur l'organisation, surtout généralement sur des faits marrants. Et on va continuer ici pendant quelques minutes. Je pense que on s'approche de 150 votes. Oh, OK, on a dépassé 160. OK, on va encore attendre quelques minutes. Il y a il y a certains points ici. Continuer d'investir dans et l'usage des technologies et de l'intelligence artificielle dans les soins de santé. Moi, j'étais à Kentucky, Jersey, à la course de chevaux. Donc moi, je suis excitée. J'aime faire certaines choses amusantes pour me distraire. Et ici, je pense qu'on atteint 200 participants. Encore quelques secondes avant de choisir le point gagnant. Donc, il y a les patients au centre des soins et de voir comment améliorer notre usage, nos soins de santé axés sur les données probantes. Et ici, je pense que les idées que Eric et Mohamed ont sont jumelées sur comment on travaille différemment ensemble. Et ici, il y a une idée qui est hors de la norme. Et ici, il nous reste juste 8 personnes pour atteindre 200 votes. Et ici, comment continuer? Alors, félicitations à mon panéliste, à mes panélistes, pardon.
Et un grand merci à tous et merci à tous les participants ici pour vos grands commentaires et participations, pas juste lors de cette session-ci, mais au cours des 3 derniers jours. Alors, collègues, vous êtes la bienvenue à quitter la scène et je vais clôturer ici aujourd'hui. Et après, nous allons continuer et nous rassurer que tout le monde rentre bien chez lui. Donc, merci encore, Eric, Mohamed, Bujid et Mohamed pour avoir partagé vos idées. Cette conférence ici s'attarde vraiment sur le regard vers l'avenir et je pense que Marnie nous a donné un bon aperçu afin de nous rassurer vraiment de suivre et de ne pas juste regarder en avant. Je pense qu'elle est dans la salle, l'étudiante, la lauréate. OK, elle va s'en venir. OK, désolée si vous avez manqué. Elle est étudiante à l'Université de Toronto. Elle étudie, elle fait sa maîtrise en sciences pharmaceutiques. Félicitations. Et toutes mes excuses, il n'y avait pas la place pour les photos dans mes notes. Toutes mes excuses. Donc, on va souffler un peu. On a presque terminé. Voici la fin. Nous sommes à la fin de notre tout premier symposium hybride. C'était un réel plaisir d'avoir vu plusieurs personnes ici d'Ottawa, ainsi que plusieurs participants virtuels du Canada et d'autres pays dans le monde. On a eu des participants d'Australie, le Brésil, le Danemark et la Suisse, parmi tant d'autres. Et c'est un témoignage de la valeur de cet événement. Il y a quelques thèmes clés qui sont ressortis au cours des 3 derniers jours et je vais m'attarder sur ça. Et le premier thème, le changement est notre nouvelle réalité. Les cycles ne durent plus juste une décennie ou des décennies, mais passent de 1 à 2 ans. Et comme je l'ai dit avant, la seule chose permanente est le changement. Et on prend des décisions, il y a des changements, les preuves et les données probantes réelles jouent un rôle très important dans la prise de décision. Mohamed, ton exemple réel peut nous démontrer exactement ce que nous pouvons faire quand nous utilisons ce que nous avons à nos portées de doigts. Et le document ici a été publié et ceci nous donne des directives sur comment maximiser la transparence pour la prise de décision réglementaire et les décisions sur le ETC au Canada. Et le ETS et aussi l'évaluation au Canada des médicaments a été lancée il y a quelques mois. Et vous avez passé le temps durant ces 3 jours à apprendre et voir comment nous pouvons soutenir la prise de décision. Et nous souhaitons vraiment mettre les données probantes à œuvre. Et ces changements vont, en espérant, nous aider à définir les changements au sein du système aujourd'hui et demain. Les gens au sein de plusieurs organisations comme la CMTC font des changements pour améliorer notre système. Et ceci me pousse au deuxième thème qui est ressorti de cette semaine, qui est la collaboration. Nous avons tous des différentes perspectives et des
des expériences que nous pouvons mettre sur la table. Néanmoins, même si notre paysage de soins de santé change et a plusieurs défis, est-ce que j'ai entendu à plusieurs reprises, que ce soit pendant les séances ou pendant le dîner ou après en soirée, c'était vraiment l'optimisme qui est récurrent à travers le pays. Donc, nous devons tous se comprendre. Quand vous allez retourner dans vos différentes organisations, universités, etc., retournez avec l'optimisme et la positivité avec vous et avec les différents projets présentés ici et le monde réel, les données du monde réel. Il y a une nouvelle stratégie pour la drogue, pour les maladies rares. Et avec cette connaissance que nous avons de manière collective, nous pouvons donc nous préparer pour un système meilleur à l'avenir. Et ce que j'ai vu ici, j'ai vu l'accessibilité, l'équité et l'inclusion. On s'est attardé sur ces points-ci de manière diversifiée lors de ce symposium. Et nous avons appris davantage sur l'importance d'incorporer le parcours des patients dans les différents travaux que nous faisons. Hier, aujourd'hui, lors de la séance sur la stratégie nationale des médicaments pour les maladies rares, quelqu'un a dit que nous devons nous assurer d'inclure les différentes perspectives de différents groupes dans la stratégie. C'est une stratégie assez importante. C'est essentiel pour nous de considérer les expériences vécues, incluant les voix desquelles on n'entend pas très souvent. Et peut-être nous devons aller les chercher. Peut-être ils ne savent pas qui nous sommes et ce que nous voulons avoir leur point de vue. Nous voulons inclure les patients, les cliniciens, les personnes autochtones dans nos discussions parce qu'en fin de compte, nous partageons des objectifs communs. Comme Shawnee Green l'a mentionné dans son discours, il n'y a rien, vous ne devez rien faire à propos de nous sans nous. Donc, car nous voulons vraiment comprendre ce que les gens ont besoin afin de nous rassurer, de faire une différence pour eux et pour leur famille et les membres de leur communauté. Je vais reconnaître ici, comme vous le savez probablement, je suis allée d'une salle à l'autre au cours des 3 derniers jours. C'est vrai qu'il y a des sujets qui me tiennent à cœur et qui tiennent à cœur à plusieurs personnes. Et je vous encourage, je vais le dire encore un peu plus tard, vous avez le privilège d'avoir accès à toutes les séances qui ont été enregistrées pour plusieurs mois à venir. Prenez le temps, mettez ça, inscrivez cela dans votre section de balado en conduisant la voiture, écoutez les séances qui se sont attardées sur la diversité, l'inclusion et l'équité. Il y a tellement de choses à apprendre et il y a plusieurs d'entre vous qui n'ont pas eu l'occasion de participer à ces séances-là parce que vous avez eu à faire des choix. Alors, assurez-vous d'écouter l'enregistrement car nous souhaitons vraiment que vous appreniez et que vous entendez ce que les communautés ont dit et que vous écoutez vraiment ce que les personnes réelles ont besoin, qui sont vraiment au centre du travail que nous effectuons. Pour finir, j'aimerais remercier le personnel de l'ACMTC qui ont travaillé en arrière-plan pour faire de cet événement une réussite. En particulier, j'aimerais remercier Pierre Chenel, José, Shanoker et plusieurs autres que je ne peux pas nécessairement énumérer. J'aimerais vraiment m'arrêter ici afin qu'on puisse applaudir pour toutes ces personnes. Et aussi, j'aimerais féliciter toute l'équipe d'événements pour leur leadership, nos collègues dans l'équipe de communication et marketing et toutes les autres équipes de la CMTC, les bénévoles, tous ceux qui nous ont aidés à trouver notre chemin et tous ceux qui nous ont aidés. Vous tous, vous avez rendu ces 3 jours du symposium possible. On n'aurait pas pu faire ça sans vous. J'aimerais aussi remercier les conférenciers, les panélistes, les modérateurs qui ont partagé leur point de vue et leurs perspectives et leurs recherches et qui ont participé à la discussion. Nous valorisons réellement le temps que vous avez consacré, que vous avez pris de vos horaires assez chargés pour venir partager vos points de vue. Alors, applaudissez pour vous tous, incluant vous-même les commanditaires, un applaudissement car nous sommes très fiers de ce que vous avez fait et que ce symposium a été une réalité.
Les deux derniers points, juste à titre de rappel, vous allez recevoir un lien de sondage sur la satisfaction générale. Vos commentaires vont nous aider à améliorer l'événement pour l'année prochaine et pour toute évaluation que nous allons recevoir. Cela ne va pas juste vous donner l'occasion de partager avec nous ce que vous avez apprécié, mais aussi ce que nous pouvons améliorer. Et cela nous donne aussi l'occasion de donner 5 $ pour chaque évaluation reçue au Fonds de durabilité d'Ottawa. Et comme je le dis, et comme je l'ai dit, je vais le dire encore une fois de plus, tout le contenu sera rendu disponible sur la plateforme des participants pour vous. Une fois de plus, je vous encourage à choisir, à aller réécouter les enregistrements et penser à comment vous pouvez contribuer à ce travail. Nous avons hâte de vous recevoir encore une fois de plus en 2024. Je ne sais pas encore où nous allons être, mais je ne vais pas vous dire le lieu, ça sera une surprise. J'aimerais aussi partager, pendant que nous allons conclure ce symposium, nous avons annoncé aujourd'hui qu'il y aura un nouveau prix de la CMTC l'année prochaine, l'excellence dans l'économie en matière de santé. Alors, soyez à l'afflux et suivez-nous sur la page de nos événements. Il y a plusieurs personnes dans cette salle qui ont participé, les gens dans vos domiciles, dans les provinces et les territoires, nos collègues du gouvernement fédéral, dans les universités et autres qui méritent d'être reconnus. Et je pense que ce serait bien pour nous de vraiment mettre ces individus en vedette. Et sur ce, j'aimerais déclarer le symposium de la CMTC terminé. Merci beaucoup.